Nous avons annoncé sa présence sur ce plateau. Il s'appelle Alexandre Choué. Il est avec nous pour parler bien sûr de ces défis qui attendent le futur gouvernement. Mais c'est un spécialiste, mais beaucoup plus un macroéconomiste. Avec lui, nous allons rester sur les défis économiques, mais aussi les défis financiers. Monsieur Alexandre Choué, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, on doit le dire que le gouvernement, le prochain, sera buté à plusieurs défis. Nous restons dans l'économie, nous restons dans ce qui concerne les finances. Première question, quelles doivent être les priorités en termes de défis économiques et financiers pour le prochain gouvernement? Il faudrait que certaines actions soient menées sur le plan économique. Mais bien sûr, tout dépendra de quoi? Selon moi, j'estime que tout dépendra de la qualité du pilotage de l'action gouvernementale. Et pour cela, je suis ceux qui pensent que, compte tenu des défis actuels du pays sur le plan économique et financier, notamment l'espace fiscal qui s'est réduit sensiblement, parce que l'année qui s'est achevée ici a fini avec 6,7% de pression fiscale, alors qu'on était à 10 l'année précédente, ben ça montre qu'il faudrait beaucoup de rigueur et de parcimonie dans la gestion des finances publiques. Et fort de cela, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait un ajustement de la taille du gouvernement. Il faudrait revoir à la baisse. Nous avions Prioritairement, il faut commencer par revoir la taille du gouvernement. Absolument. Selon vous? Selon moi, il faudrait. 66 membres actuellement. Si on pouvait descendre à 30, 35 membres, ce serait intéressant. Mais moi, je suis de ceux qui pensent même qu'avec 25 membres, on peut faire l'affaire. Est-ce que ce n'est pas une question de gestion qui se pose à la place d'une question d'effectif? Non, la taille du gouvernement est un facteur qui joue beaucoup. Parce que l'État n'a pas assez de moyens. Quand la taille augmente, le nombre de ministères augmente, ça suppose plus de dépenses. Aujourd'hui, si nous passons de 66 à 35 ministres ou membres du gouvernement, on réaliserait une économie de plus de 11 millions de dollars par an. Imaginez un peu ce que ça fait en termes de rémunération des fonctionnaires. Parce qu'on vient d'entendre certains fonctionnaires se plaindre, n'est-ce pas, par rapport au retard de paiement de salaire. Mais si on réalise une telle économie, ça peut faciliter le paiement des salaires. Outre cela, il y a d'autres dépenses en infrastructure que le pays doit absolument faire pour libérer la croissance. Mais si on ne le fait pas, or si on a trop de ministres d'État, trop de vice-premiers ministres, mais on aura quel moyen pour financer l'économie? Alors, j'ai eu le temps de lire votre petite analyse. Vous parlez des 4 priorités. La première, c'est donc la réduction de la taille du gouvernement. Oui, absolument. Il faut réduire la taille du gouvernement et organiser le gouvernement autrement. Et aussi, j'insiste là-dessus, c'est vrai que nous sommes avec un nouveau pouvoir en place, mais il faut faire un effort pour qu'on ait de nouveaux visages, mais aussi des visages capables de pouvoir booster l'action du gouvernement. Parce que le peuple attend des résultats. Et donc, tout doit se jouer avec la qualité des gens qui vont animer les institutions. Et ça, c'est la deuxième priorité. Oui. Savoir renouveler les visages. Renouveler. C'est une priorité. C'est une priorité, Puisque dans les anciens visages, on n'a pas l'efficacité selon vous. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous pensons qu'il y a nécessité de changer beaucoup de choses parce que nous avons été ici dans ce pays pendant longtemps. Sous le président Mobutu, il y a eu beaucoup de contre-performances. Et le président Kabila est arrivé, il y a eu des moments de reprise, mais globalement, quand on prend la tendance, elle est négative. Mais le peuple n'a pas besoin de ça. Or, nous avons un potentiel important de croissance. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est une question de changement de visage ou des compétences? Là, je suis un peu perdu. Non, mais les visages que nous avons aujourd'hui n'ont pas tous donné satisfaction. Doit-on les garder juste pour des raisons politiques ou doit-on aller vers de nouveaux visages, mais qui permettraient au président actuel de donner de nouveaux résultats au pays? Parce qu'il y a besoin d'une rupture. Le peuple congolais ne mérite pas ce qu'il vit. Troisième priorité, alors? Non, à part cette question de la taille et la composition du gouvernement, je pense qu'il y a aussi une question de méthodologie de travail. Il faudrait qu'on puisse revoir un peu notre méthode de travail. Moi, je pense qu'il faudrait partir d'une vision claire. On a un plan national stratégique de développement. Il faudrait l'adapter au contexte actuel parce que la Covid a perturbé plusieurs éléments de la dynamique des économies mondiales et des économies des pays. Donc, on devrait, selon moi, mettre à jour le PNSD en tenant compte des défis actuels. Une fois que le PNSD est là, qu'on puisse mettre en place toute une machine de travail qui nous amènerait vers une gestion axée aux résultats. Le président de la République se dote d'une matrice de gouvernance avec laquelle il peut suivre l'évolution générale de la situation du pays. Le Premier ministre, lui, s'accroche au programme du gouvernement qu'il va gérer et à chaque ministre, il assigne une lettre de mission qui dit, voilà, pour telle période, vous, monsieur le ministre, compte tenu du programme du gouvernement, vous devez faire ça, ça, ça. Et le ministre, à son niveau, prépare une feuille de route et un plan de travail annuel budgétisé. Comme ça, ces différents instruments de travail seront arrimés aux instruments de gestion des finances publiques. Pensez-vous, au regard de la crise qui met, due à la Covid-19 qui met pratiquement à genoux toutes les économies, il sera possible que ces gouvernements rendent un produit ou un résultat efficace en se servant bien sûr du PND, comme vous le dites, le Plan National de Développement. Mais il y a des pays africains qui ont fini l'année 2020 avec des taux de croissance positifs. C'est le cas par exemple de la Guinée-Conakry.
ils ont fini l'année avec une croissance positive, alors que ce pays n'a pas de ressources comme la RDC. Comme pour dire que si nous aussi, nous avions un mode de gestion un peu différent, je pense qu'on aurait pu finir l'année avec une croissance positive. Mais bon, ce n'est pas une fatalité. Les échecs peuvent arriver, mais moi, je trouve que dans les échecs, il y a des opportunités de reprise. Et donc, essayons de voir un peu ce qui n'a pas marché pour relancer la machine. Et donc, là, on peut avancer. Et là, donc, on peut passer à des recommandations purement économiques parce que, au niveau, par exemple, de l'économie, il faut relancer la croissance. Allons-y dans les stratégies, les recommandations les plus simples, prioritaires. Il faut relancer la croissance, mais notre croissance... Comment y arriver, puisqu'elle est déjà oui. très critiquée, cette croissance? Oui, non, mais il faut noter que ce sont les entreprises qui créent la croissance. Mais quand vous regardez les charges auxquelles les entreprises se heurtent sur le terrain, mais il faut prendre le courage d'annuler certaines taxes, certains impôts pour libérer le potentiel de croissance des entreprises. Mais il faut qu'on soit courageux. Il faudrait que les membres du gouvernement, les ministres, comprennent cet enjeu et qu'ils prennent le courage de prendre les mesures qu'il faut pour libérer ce potentiel. Il y a des secteurs d'activité qui sont porteurs, qui peuvent rapporter beaucoup au pays, mais qui ne sont pas mis en valeur. Mais il est question de voir maintenant comment est-ce que... Lesquels, par exemple? Non, mais dans le secteur de l'eau, nous savons tous qu'il y a plusieurs pays africains ici qui sont heurtés au problème de l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. Oui. Plutôt les ressources hydrauliques. Les ressources hydrauliques. Oui, il y a plusieurs pays qui ont des problèmes d'eau, mais ils en ont besoin. C'est pour dire qu'il y a un potentiel là-bas. Mais nous avons de l'eau ici. Je ne parle pas de cours d'eau d'abord, mais regardons que les eaux qui découleraient des pluies. Qu'est-ce que nous en faisons? Dans certains pays, on recueille ces eaux-là et on les traite pour servir les besoins des ménages. Mais pourquoi on ne ferait pas de même? Ce serait une activité très importante. Aujourd'hui, par exemple, le président russe est important. Pourquoi? Dans la zone Europe. C'est parce que l'Europe dépend du gaz. Or, l'eau, c'est la vie. Et si nous donnons l'eau aux autres, mais on devient influent. Nous avons 53% des sources d'eau d'Afrique. Mais pourquoi ne pas développer toute une stratégie derrière la fourniture de l'eau à ces pays qui font face au problème de sécheresse? Et c'est un élément qui va booster aussi la culture de ces pays. En vous entendant parler, on a comme l'impression que le futur gouvernement doit plutôt baliser le chemin avec des projets à long terme. Absolument. En fait, le développement, c'est une vision. Le besoin, il est immédiat, non, il est urgent. Non, en fait, on relance la machine, la croissance va reprendre parce qu'on aura libéré le potentiel de certaines entreprises, mais c'est une chose, les transformations se font dans la durée. La Chine est aujourd'hui comptée comme deuxième au monde, mais en 1984, la Chine avait la même situation que ce que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une stratégie avec 4 piliers et ils sont mis à travailler avec beaucoup de discipline et de détermination. Des fois, certains projets intégrateurs demandent des sacrifices énormes. Ça peut sembler ne pas donner lieu aux aujourd'hui, mais demain, ça portera. Moi, je vous donne un exemple simple. Moi, je suis économiste aujourd'hui. Mais ce que je suis, c'est le fruit d'un sacrifice. Je ne dors presque pas. Tous les jours, la nuit, je prends le temps de lire. Pourquoi? Parce que je suis économiste, j'enseigne aussi l'économie. J'estime que si je passe mon temps à dormir, je ne vais pas relever mes connaissances. Or, celui qui donne doit avoir. Mais qu'est-ce que j'ai si je ne lis pas? Donc, il faut se sacrifier. Et ça demande que les membres du gouvernement ne puissent pas grossir, mais qu'ils puissent maigrir pour le travail qu'ils vont faire pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup à vous, monsieur Alexandre Chouet, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que vous serez toujours le bienvenu ici pour développer, partager avec nous cette connaissance dont vous faites montre. Le plaisir a été partagé. Toi, merci beaucoup, c'est un plaisir.